Voici la troisième partie de notre conversation avec Claude Neuschwander à l'occasion de la sortie de sa biographie Une vie de militance. Nous abordons ici la création de l'ADELS avec Michel Rocard, la décentralisation, le club Jean Moulin et la création du conseil de résidents à Sarcelles. Mais tout de suite donc la création de l'ADELS. Lorsque De Gaulle a indiqué qu'il allait ramener l'autogestion et faire la paix en Algérie, l'armée a dit non, c'est pas possible, et donc elle s'est révoltée contre la République. Ce qui est pratiquement intolérable. Enfin, les soldats sont là pour obéir, et les colonels aussi. Et donc, ils voulaient débarquer sur Paris. Et on a été quelques-uns à se lever. Il y a eu des hauts fonctionnaires. C'est là que s'est créé le club Jean Moulin. Le club Jean Moulin s'est créé en réunissant des fonctionnaires qui tenaient les manettes de l'énergie, des aéroports, etc., et qui pouvaient bloquer une certaine partie de la France. Mais ils n'étaient pas nombreux. Et donc ils ont demandé aux dirigeants étudiants de pouvoir apporter de la masse. En fait, les parachutistes, probablement à cause de l'autorité du général de Gaulle, que je reconnais volontiers, bien que n'étant pas gaulliste, se sont aperçus que le risque était dépassé, après avoir été très réel, et donc ils ont dit, on est ensemble, on va rester ensemble. Et alors, au lieu d'organiser la lutte contre les parachutistes, ils ont organisé le contre-pouvoir par rapport à un gaullisme qui semblait vouloir tout détruire. Et nous, les étudiants, on a fait une analyse, on a dit le pouvoir il est entièrement sur Paris. Il faut donc qu'au niveau des collectivités locales, on puisse venir renforcer des maires, à l'époque les préfets avaient tout pouvoir, renforcer des maires, se battre avec eux, soutenir des procès avec eux, monter des projets, bref, les renforcer. Ça fait 50 ans que l'ADELS renforce les collectivités locales. C'est elle qui a réfléchi la première à la décentralisation de la France, qui a été entamée par Defferre, mais n'a jamais été terminée. Et je crois, c'est une des conclusions de mon bouquin, que dans ce domaine, il faut tout reprendre, et qu'en particulier, un certain nombre de ministères doivent être répartis entre les régions. On en parlera après, oui. C'est sur l'avenir. C'est quoi l'ambiance? T'as quel âge quand tu crées l'ADELS avec Rocard? 25 ans. C'est quand même jeune, c'est quand même assez extraordinaire qu'on se dit qu'à l'époque il y a des jeunes de 25 ans qui vont créer un truc qui va durer ça. Je suis pas sûr que... Non, Non, je trouve que quand on est entré dans la guerre d'Algérie, avec ce que ça signifiait d'affrontement physique, enfin moi j'ai eu le crâne ouvert par les sbires de Le Pen, à coups de barre de fer, merde, fallait tenir debout. C'est pas toujours évident chez un gamin. Mais après, ça devient normal. Alors, l'une des questions de nos discussions, c'est est-ce qu'à 25 ans, quand on est jeune comme ça, est-ce qu'on peut changer la société, est-ce qu'on peut changer la France? Comment tu expliquerais, Claude, ce qu'a changé l'ADELS entre l'époque et maintenant? L'ADELS a fait des choses, elle a conduit des réflexions, elle a appuyé des maires. Il n'y a aucune comparaison entre ce que signifie aujourd'hui le pouvoir des élus et ce qu'il était. Et l'ADELS est reconnu par les maires comme vraiment un lieu de compétence. Quand Rocard a fait son discours sur décoloniser la France, qui signifiait exactement cela, il préparait, et c'était pas lui c'est lui qui a parlé, mais c'était l'ADELS qui avait préparé la réflexion, et il préparait les réformes de fer. Depuis, il ne s'est rien passé. Raffarin a dit que l'an 2 de la décentralisation, c'est un rigolo. Il n'y a pas eu l'an 2 de la décentralisation. Elle reste à faire. Doit-on évoquer, en parlant de décentralisation, doit-on évoquer la réforme des collectivités locales de manière concise? J'imagine qu'elles te font hurler, ces réformes actuelles. Là. Je pense que Sarkozy n'aura pas de deuxième mandat, qu'il y aura
un président élu de gauche et que dans l'effort à faire pour revenir sur les désordres que la présidence actuelle a introduits dans le fonctionnement de la République, l'abolition des trois quarts, pas de tout, des trois quarts, en particulier les conseillers territoriaux, des trois quarts de la réforme territoriale devront être abolis. Est-ce que tu irais jusqu'à des gouvernements régionaux autonomes? Pas autonomes, nous ne sommes pas en Espagne, mais je dis qu'il faudrait qu'un certain nombre de ministères soient répartis entre les régions, parce qu'ils exercent des fonctions managériales. Je vais faire hurler les enseignants, mais l'éducation nationale a plus d'1 million de salariés. Je ne connais pas de manager aussi génial qu'il soit qui puisse gérer ça. Et puis, d'une région à l'autre, les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des habitudes qu'il faut respecter. Et donc, je préférerais que l'on ait des fonctions régionales en matière d'éducation, mais sans doute aussi en matière d'écologie, d'équipement, de transport, quitte à ce qu'au niveau central, il y ait des services qui exercent une planification, une péréquation ou des études. On y reviendra peut-être à la fin, ça. Le club Jean Moulin, on en a un petit peu parlé déjà. Alors le club Jean Moulin, quand je suis rentré d'Algérie, j'ai fait un service militaire de 2 ans, puisque j'avais 2 enfants, comme sous-lieutenant, ce qui était bien confortable. Tu as porté l'uniforme alors J'ai porté l'uniforme et j'ai accepté d'être officier. Quand on était à l'école centrale, l'enseignement militaire faisait partie de l'enseignement. Si l'on n'était pas reçu à l'examen d'officier, il aurait fallu être le roi des cons pour ne pas être reçu. Si on n'était pas reçu à l'examen d'officier, on n'avait pas son diplôme de centralien. Et lorsqu'il s'est agi d'aller en Algérie, alors qu'on était contre cette guerre, nous avons réfléchi à quelques-uns, que fait-on? On déserte ou on rejoint le poste? On a choisi de rejoindre le poste en se disant qu'on pouvait être utile là. Je ne sais pas si on a été très utile, je le crois. Je crois qu'avec les transistors, les sous-lieutenants ont permis d'organiser les troupes et de ne pas marcher derrière des colonels félons. Donc le club Jean Moulin, quand je reviens en métropole, le club Jean Moulin, il existe depuis 2 ans. Et il nous demande, aux anciens de l'UNEF qui sont rentrés à peu près en même temps que moi ou quelques mois plus tard, non seulement d'adhérer au club, mais d'entrer au comité directeur. Et nous allons avoir pendant 6 ans, nous allons travailler avec des hommes tout à fait extraordinaires. Stéphane Essel était l'un d'eux. Et donc nous, on est les plumitifs, et eux qui ont des postes importants dans la hiérarchie administrative, nous surveillent, nous corrigent, nous critiquent, très amicalement, la camaraderie existe, mais on fait du bon boulot sur la démocratie, sur la décentralisation, sur les suites de la guerre d'Algérie, sur l'élection présidentielle, sur la constitution de la France. Bref, il y a 400 personnes qui travaillent considérablement. On passait 3 soirées par semaine au club Jean Moulin et au moins un week-end par mois. Donc c'était un vrai boulot. Et en même temps, il fallait gagner sa vie. C'est le dernier chapitre de cette partie où je dis faire son métier. Le prochain chapitre, c'est Sarcelles. Alors, quand j'ai quitté le club Jean Moulin, je l'ai quitté essentiellement parce qu'à la demande de François Mitterrand, qui préparait sa campagne présidentielle, il l'avait fait entrer dans sa fédération. Et moi, je considérais que le club Jean Moulin, s'il rentrait dans une structure politique, perdait son identité. Et donc, j'ai mauvais caractère, j'ai quitté le club Jean Moulin. Et en même temps, j'habitais Sarcelles à l'époque. Ceux qui, à Publicis, dont j'étais un directeur, semblaient curieux qu'un directeur de Publicis vive dans un grand ensemble de la banlieue parisienne, mais j'y étais né. Et puis j'aimais cette ville et on y était très bien. C'est une ville agréable. J'ai donc accepté de monter une structure qui était, comme disait François Bloch-Léné, qui à l'époque présidait la Caisse des dépôts, une structure de syndicalisme de l'habitat,
qui puisse porter la revendication, la traduire et s'assurer que c'était mis en œuvre. Et pendant 5 ans, j'ai été le président de ce conseil des résidents. On avait même négocié dans des conditions difficiles parce que les ingénieurs des ponts qui étaient à la tête de la filiale de la Caisse des dépôts qui s'occupait du logement n'étaient pas tout à fait pour la participation et ils n'aimaient pas ça du tout. Et ils ne comprenaient pas comment un bourgeois comme moi et en plus un ingénieur de centrale pouvait se comporter aussi mal. Cela étant, on avait négocié une convention qui permettait aux habitants de gérer le grand ensemble, ce qui mettait la mairie communiste de Sarcelles dans une situation de porte-à-faux considérable. Et donc mai 68 est arrivé là-dessus. Je dois dire que nous avions à Sarcelles une bande de gauchistes particulièrement cons, qui n'ont pas compris que cette convention était un progrès, et donc ça a été foutu en l'air. Je suis parti du Conseil des résidents et je suis devenu président de l'ADELS. Parce que moi, cette idée de conseil de résidence, tu dis que je venais moi d'un comité de quartier, qui est une association à Roubaix aussi, ça fait son chemin. Et je sais pas si c'est toi qui as été le premier ou si c'est Roubaix qui a été le premier. C'est des choses qu'on retrouve comme ça. Non, on était avant Roubaix. On était en même temps que Grenoble et que en Normandie. Il y avait un site en Normandie, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. On était 3 à fonctionner la main dans la main, et eux, ils ont créé, comment ça s'appelle, les structures proches de l'ADELS qui étaient basées sur les habitants, du Bedou, quoi. C'était les structures du Bedou. Et nous, on n'est pas venus à Sarcelles parce qu'on avait peur que si on adhère à ce système, on ne se met... Les gammes, voilà, merci. Vous voyez, l'âge, c'est ça. On perd la mémoire. Moi, je découvre. On aurait eu la mairie de Sarcelles qui était proprement stalinienne. Je le dis sans anticommunisme primaire, mais c'était vraiment des staliniens insupportables. Ça les aurait mis encore plus contre nous. En fait, ils ont été totalement contre nous et l'expérience s'est arrêtée là. Aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a des lois, alors je ne sais plus si c'est la loi Voynet ou la loi Voyant, qui instaure des conseils de quartier consultatifs non dissuasionnaires, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un... Moi, je suis sûr que s'il y avait des formes de pouvoir, probablement, il ne faut pas qu'il y ait le même pouvoir partout, parce qu'il n'y a pas les mêmes hommes partout, mais il faut trouver la capacité pour les habitants de participer avec efficacité et autonomie à la gestion de leur quartier. Ça marcherait beaucoup mieux. Si on demandait à des adultes de gérer les quartiers, vous verriez que les boîtes aux lettres seraient moins abîmées. Et des boîtes aux lettres abîmées, c'est des entrées d'immeubles qui ont une sale gueule. Les espaces verts esquintés, c'est l'ensemble du quartier qui d'un seul coup en prend un coup. Moi, je ne suis pas du tout partisan de repeindre, si, on peut le faire de temps en temps, mais quand on me dit qu'il faut démolir, repeindre, je dis c'est une vision fausse. D'ailleurs, souvent les habitants se plaignent et regrettent, ils étaient bien. Ça crée des cassures. Oui, donc là-dessus, je trouve qu'on n'écoute pas assez les habitants et ce sont des techniciens centralisés qui viennent s'occuper de la gestion de quartiers ou qui donnent le branle à ce qui va se faire dans ces quartiers dans une vision unique et unifiée. Et en même temps, aujourd'hui, on crée des métiers de la participation des habitants. Oui, mais ça, alors c'est bien, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est fondamental. La difficulté, c'est, je viens de faire en Guadeloupe le schéma d'aménagement régional à titre professionnel. On a interrogé les habitants. Ils n'ont pas grand-chose à dire parce qu'on est devant un schéma extrêmement technique. Il faut pouvoir poser
des questions que les gens se posent et auxquelles ils sont capables de répondre. Je crois que le Conseil des résidents là-dessus a fait faire des progrès à la participation des habitants. Voilà, c'était la fin de la troisième partie. Et dans la suivante, nous allons évoquer la carrière de Claude Neuschwander à Publicis. Et nous parlerons aussi des communicants qui prennent de plus en plus de place dans la politique. Et là, Claude Neuschwander va s'énerver et il va dire ceci. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, nous avons des publicitaires qui s'appuient sur des salaires déraisonnables et qui vous expliquent publiquement que si on n'a pas tel type de montre, je ne citerai pas la marque parce que moi la marque qui m'intéresse c'est LIP, quel type de montre à 50 ans, on a raté sa vie. Quel connard, pardonnez-moi. Et ouais, ça a le mérite d'être clair. Ne ratez pas la suite de l'interview au prochain épisode et d'ici là, procurez-vous le bouquin de Claude Neuschwander dans toutes les librairies de France et aussi sur Internet.